Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission, ici Ursula, pour une nouvelle incroyable édition du Salon du Livre d'Ottawa 2022. Et comme vous le savez déjà, notre événement principal aura lieu du 26 au 28 août 2022 au Parc Lansdowne à Ottawa. C'est l'occasion de venir célébrer avec nous nos meilleurs écrivains, éditeurs, auteurs, nos entrepreneurs innovants également. Et puis le 26 août, c'est l'occasion aussi de célébrer le restaurateur, les Saveurs d'Ottawa, à l'événement Saveurs d'Ottawa, qui a lieu au bâtiment de l'horticulture, pareil, à Ottawa, bien évidemment. On vous y attend nombreux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, d'avoir avec moi la talentueuse autrice Karine Lavoie. Bonjour Karine et merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, c'est moi qui te remercie pour la magnifique invitation de présenter mon bébé d'une trilogie. Alors, je suis vraiment contente. J'ai toutes sortes d'émotions, comme un accouchement, là. Alors, je suis très contente d'être ici avec toi. On est content de t'avoir avec nous. Alors, Karine, tu es docteur en neuropsychologie clinique, mais tu es surtout l'autrice de Kera Green, Au secours de la planète bleue, le Oui. sablier du temps, comme tu dis, ton bébé. Alors déjà, moi, j'avais une petite note. J'adore la couverture de ton livre. Donc déjà, félicitations pour ça. C'est fabuleux. J'adore les illustrations. Mais en fait, ça, je dois vraiment remercier de tout cœur Sacha Lefebvre, qui a fait un travail. On a fait un travail de collaboration. On a discuté beaucoup pour qu'il soit vraiment dans ma tête pour illustrer, mais il a un talent et une gentillesse sans nom. Alors, c'est un expert en bande dessinée. Alors, les jeunes garçons et les jeunes filles vont pouvoir en avoir pour leur plaisir, parce qu'il y a plus de 80 pages dans le livre en question. Alors, c'est pour moi une façon de solliciter l'intérêt de nos jeunes, des fois qui sont moins tentés par la lecture en raison de leurs difficultés d'apprentissage. Alors, je voulais que ce bouquin-là allume le plus de lumière possible, à peu près chez le plus de gens possible. Voilà. Alors, c'est bien dit, puisqu'il y a le plaisir de la lecture, mais aussi le plaisir visuel avec les images. Et donc, tu disais les jeunes filles et les jeunes garçons, effectivement. Kera Green, Au secours de la planète bleue, le sablier du temps, c'est un livre de jeunesse et c'est l'histoire de trois adolescents qui apprennent une nouvelle plutôt inattendue et surprenante le jour de leur anniversaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette fabuleuse histoire? On t'écoute. Bien, en fait, comme tu as nommé nos trois élus qui sont tellement attachants, donc Kéra, Jasmine et Esteban, qui viennent de différentes régions dans le monde, il faut le dire, puis ils se retrouvent réunis comme par magie le jour de leur 12e anniversaire. Puis en fait, ils vont apprendre qu'ils ont été choisis par la lumière blanche pour être les élus qui vont donner une seconde chance à notre monde, donc de sauver notre planète des changements climatiques. Donc ça, c'est ce qu'ils vont apprendre. Mais leur mission, en fait, va être d'essayer de stopper le fameux sablier du temps qui est situé dans un monde parallèle et qui est lié en énergie aux actions négatives humaines. Alors, non seulement ils vont devoir découvrir leurs dons. Alors, notre pauvre Esteban, qui est tellement attachant, je l'adore. En fait, on pouvait cloner tous nos jeunes garçons comme ça. Je l'aime tellement. Enfin, il est un petit peu maladroit, mais il va avoir un petit peu plus de difficulté que les autres à développer ses dons. Mais donc, ils vont devoir découvrir leurs fameux dons, activer chacune de leurs clés qui sont liées aux trois mondes des éléments naturels, donc le monde de la terre, le monde de la mer et de l'air. Puis là, il y en a à peu près pour toutes les sauces. Alors, ils vont devoir affronter une sorcière sans paupières, des plantes déshydratus, résoudre des énigmes, des gorilles ailés. En tout cas, j'ai essayé de rendre ça le plus palpitant possible. Alors, j'espère que ça plaira au plus grand nombre. Et c'est fascinant parce qu'il y a beaucoup de magie, beaucoup de spiritualité aussi dans ton livre. Donc ça, on va y revenir. Et comme tu l'as bien précisé, en fait, on parle d'environnement dans ton livre. On parle de protection de la planète bleue, bah voilà, de notre terre, de notre maison au final. Et comment stimuler, en fait, selon toi, justement, nos jeunes d'aujourd'hui, cette nouvelle génération, à se connecter ou se reconnecter à un certain point à cet environnement, à la planète et vouloir en prendre soin? Je dirais sincèrement, il y a deux facteurs qui me viennent à l'esprit, par l'apprentissage et aussi par l'exposition répétée aux variétés d'expériences. Alors, on sait que quand on apprend, il y a des connexions qui se font entre les neurones dans notre cerveau. Et plus qu'on répète ces apprentissages-là, les chemins dans notre cerveau
se tracent en plus foncé, mettons, si on pourrait dire ça. Donc, les connexions deviennent plus fortes. Donc, l'éducation, c'est hyper important. Je rêve vraiment pour tous les enfants du monde d'avoir un jour une école. Le système scolaire, il y a des choses qui vont bien, mais il y a quand même beaucoup de choses, je crois, qui mériteraient des réflexions. Donc, d'offrir à nos jeunes des écoles où la nature et qu'est-ce qu'il faut pour être un bon humain, un bon être humain, l'empathie, la vraie attention de soi, le vrai amour de soi authentique, le respect des autres. Donc, vraiment de refaire, et puis idéalement dans des classes nature à l'extérieur, de multiplier les connexions, les variétés d'expériences en utilisant le toucher, le kinesthésique, on est dehors, peut-être mettre une petite musique. Bon, là, j'ai peut-être mis mes lunettes roses, là, mais bref, plus qu'on va impliquer les différentes modalités, ça, c'est sûr que ça a un impact qui est encore plus fort. Puis on les connecte directement entre la théorie et la pratique. Alors ça, c'est super important. Et aussi, il faut savoir que les enfants n'ont pas toutes la même façon d'apprendre. OK? Donc, on a chacun notre style d'apprentissage et malheureusement, je trouve qu'on essaie souvent de faire fitter tout le monde dans la même case, puis ça cause bien des petites choses là, que je peux voir dans mon bureau. Donc, des gens qui sont tellement résilients, qui sont tellement travaillants malgré leur défi d'apprentissage. Donc, c'est ça, ils sont plus souvent dans les défis, mais ils travaillent. Donc, c'est sûr qu'un milieu qui mettrait davantage en relief leur grande force et c'est tellement, l'école, c'est super important, mais c'est pas tout. Il y a d'autres façons d'apprendre, il y a d'autres façons d'exploiter son plein potentiel. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'apparaît important. Donc, l'éducation, sous toutes ses formes possibles. Et si, en plus, ces enfants-là ont la chance d'être entourés par des figures qui respectent, donc des modèles forts au niveau des adultes. Ils ont la chance d'avoir une tante qui est très éco-tannante et tout ça, par exemple. Alors ça, c'est toutes des façons que ces jeunes-là vont s'inspirer, j'espère, d'eux. Et ça marque des ingrédients très, très, très forts pour inviter nos jeunes, les inspirer à passer à l'action. Et à les faire tomber en amour avec la nature. Parce que quand on aime quelque chose, on en prend soin. Ah, c'est très bien dit, ça. C'est très, très bien dit. Et un peu finalement comme le personnage principal, Keira Green, qui a grandi dans cet environnement où sa famille prenait soin depuis des générations, son grand-père, ses parents prenaient soin de l'environnement, lui parlaient d'environnement. Et finalement, c'est aussi de là qu'est né son amour pour prendre soin de la planète. Donc, c'est un bon exemple, finalement, le personnage principal pour se connecter et prendre exemple sur elle, finalement. Et c'est fascinant comment est-ce que tu as un peu mêlé ta connaissance et ton expérience en tant que docteur en neurologie, en fait, exactement. Et tu as connecté cette expérience, tes connaissances, avec justement ce que tu pouvais appliquer dans ton livre. Et pourquoi avoir abordé ces thèmes justement en écrivant? Et pourquoi ne pas faire, par exemple, des conférences? Pourquoi passer par l'écriture? Ben, en fait, c'est la vie qui m'a tracé ce chemin-là. En fait, le projet il est né dans ma tête en décembre 2012. Ça fait longtemps. Ah oui? J'ai vu le tome de Keira en film dans un rêve, complètement. Très, très clair, chapitre presque par chapitre, chaque scène. En fait, c'est ça, j'allais au travail. Puis là, je m'étais levée super tôt pour ne pas être prise dans le trafic. Tombe pareil dans le trafic, il y a eu un accident, gros embouteillage. Puis là, ah, là, j'étais prise pendant des heures, là, mes clients, en tout cas, j'étais vraiment stressée, mais aussi j'ai eu le temps de réfléchir et de voir qu'est-ce qui se passait autour. J'ai eu le temps de revoir toute la semaine précédente, il y avait des reportages, des feux de forêt internationaux qui touchent l'Amazonie et ça. Je voyais les maps mondes en rouge, là, je capotais, là, tu sais, pour vrai. Fait que là, je pensais à ça. Puis j'ai dit, c'est-tu assez ironique? Moi qui essaie vraiment de faire mon possible, je ne suis pas parfaite, mais j'essaie vraiment de faire mon possible au quotidien dans à peu près tous les actes, les actions que je pose, de faire une différence. Puis là, je contribue à ce problème-là. J'en fais partie. J'étais prise dans le trafic, j'en fais partie. Alors là j'étais pas bien. Alors, j'étais arrivée au travail, j'étais plus bouleversée, puis ma journée était loin d'être commencée, puis en retard. Puis là, j'ai pris un moment, puis là, j'ai parlé à la vie.
J'ai dit soit que tu me donnes le moyen de faire vraiment une différence, ou tu m'enlèves une partie de ma sensibilité. Alors, j'avais de la misère à vivre ma vie qui, techniquement, ça va bien, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Je fais partie des privilégiés, mais j'ai de la misère à être bien complètement. C'est sûr qu'il faut aussi penser à soi, il faut être bien, mais en sachant qu'il y a plein de gens que ça ne va pas bien sur la planète. Alors là, j'ai demandé ça à la vie. Bon, j'ai fait ma journée. C'est sûr que je ne m'attendais pas à être transformée en super-héros, on s'entend. Mais quelques jours plus tard, j'ai eu ce fameux rêve-là. Alors, ce fameux rêve-là qui m'habite, en fait, depuis décembre 2012. Quand je dis qu'il m'habite, c'est fort. C'est un appel qui est. Je ne peux pas l'expliquer. Ça revient, en fait. Il fallait que je l'accouche. Pour vrai, il fallait vraiment que je l'accouche bientôt parce que ça fait plus que 10 ans. Je travaillais trop, fait qu'il y a eu des longues années d'absence d'écriture. J'ai fait les premiers chapitres dans le temps de Noël en 2015, 2014-2015. J'avais quelques jours de congé. Après ça, ça s'est produit à l'été 2019 que j'ai décidé, à la venue de Greta Thunberg à Montréal, au Québec. Je dis, OK, là, go, Karine. OK, all-in, là, tu prends congé, tu finis ça. J'en pouvais plus de toute façon parce que j'étais tout le temps là-dedans, à moitié là-dedans. Alors, c'est drôle, c'est mes deux côtés, là. Alors, finalement, je l'ai terminé cet été-là. Et puis, ben là, il y a eu la COVID, puis tous les délais. Mais là, je suis là. Je suis toute là. Puis, je me suis promis que si le projet avait écho, s'il venait qu'à naître, j'essaierais d'être la meilleure maman du monde. Et on est là pour ça, justement, pour faire écho à ton projet. Et j'aimerais revenir justement sur l'épigraphe, en fait, qui est vraiment touchant. Alors, je vais le lire. À tous les amis de la Terre, levons-nous et protégeons de chacun de nos gestes quotidiens notre maison commune, notre planète. Travaillons de tout notre cœur pour construire un monde meilleur. Ensemble, nous pouvons agir. Choisissons la nature pour nous donner un futur. Alors, la dernière phrase, elle est juste magique. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et tu abordes tous ces thèmes, en fait, et notamment l'extinction de certaines espèces animales, dont les abeilles. En fait, tu en parles directement dans ton livre. Pourquoi c'était si important pour toi d'en parler, mais vraiment concrètement et authentiquement dans ton livre pour les adolescents et pour tout le monde au final, parce que c'est un livre pour tout le monde, même si c'est un livre de jeunesse. Pourquoi c'est important pour toi? Bien, en fait, la protection de la biodiversité est directement reliée à notre survie. Alors, pour moi, les jeunes, c'est les adultes de demain, mais ils ont un pouvoir incroyable dès maintenant d'agir pour notre belle planète. On pense juste à Greta, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est toute seule, puis là, elle est reconnue mondialement. Là. Je serais inquiète de savoir si quelqu'un ne sait pas c'est qui Greta. Là. Alors, pour moi, de le mentionner, pour moi, ça leur dit aux jeunes, sais-tu quoi? Je vois qu'est-ce qui se passe. J'entends qu'est-ce qui se passe. Et votre avenir est important pour moi. C'est ça un petit peu le message que je veux dire aux jeunes. Je ne veux pas tout changer à moi, mais en tout cas, moi, j'ai troqué mon chapeau de docteur. Je travaille beaucoup moins pour justement mettre en place ce projet-là. Puis, je veux faire ma part. Alors, pour moi, l'imaginaire, c'est une façon d'aller toucher les jeunes puis à les réveiller. Pourquoi aussi pour moi, c'est important d'aborder la biodiversité, c'est que des fois, il y a des espèces qui ont l'air moins importantes. On va le dire comme ça. J'aime pas ça, là, de le dire comme ça, mais mettons que c'est le mot qui me vient en ce moment. Alors, c'est pour sensibiliser à l'importance de toute la vie, peu importe sa forme. Les abeilles, certains insectes qu'on ne sait même pas qu'ils sont là souvent. Alors, parce que chacun a un rôle essentiel dans l'échelle du grand tout. Et des fois, d'en enlever un, des fois, on ne sait même pas encore qu'est-ce qui va se passer si on fait ça. On joue vraiment avec le feu parce que la science est un magnifique outil, mais des fois, elle n'est pas arrivée en temps réel à pouvoir tout matérialiser qu'est-ce qui se passe vraiment dans des dimensions, je suis un petit peu Star Trek, c'est pas ça que je veux dire, mais dans des aspects de notre vie qui ne sont pas encore captés, là, tu sais. Alors, c'est d'être sensible à ces réalités-là qu'on n'a pas encore été en mesure de mesurer. Regardez juste les arbres.
Les arbres, ça fait pas si longtemps qu'on apprend maintenant qu'ils communiquent, qu'ils se protègent entre eux, qu'ils ressentent les sens. Puis là, je ne suis pas spécialiste, là, mais c'est juste pour dire qu'ils ont toujours été là. Alors, de ne pas prendre pour acquis que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas encore quelque chose que ce n'est pas important. Alors, pour moi, c'est important qu'on privilégie qu'on soit sensible à cette essence de vie là, qui nous habite. C'est très intéressant puisqu'effectivement, comme tu disais, la science, elle est magnifique. On ne connaît pas tout. Il y a encore tellement de choses, les fonds marins, l'univers à lui-même, enfin, il y a tellement de choses. Et tu parlais de tout. Tu dis que tu ne veux pas aller dans Star Trek. On n'ira pas. Mais ceci dit... on pourrait, ça ne me dérange pas. Mais je vais avoir d'être un petit peu crédible quand même, là, mais... C'est très crédible et justement, en fait, moi, je trouve ça super intéressant puisque dans ton livre, il y a quand même une dimension, peut-être, oui, magique, mais il y a, au-delà de la fiction, il y a une dimension très spirituelle. Il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont très curieuses de cette dimension, comme tu disais, qu'on ne connaît pas et qui pourtant certains ressentent et sentent et que la science commence au fur et à mesure à s'y intéresser. Et justement, tu parles dans ton livre, tu abordes plusieurs termes comme enfant indigo, tu fais des références aux heures miroirs. Alors, je laisse à nos auditeurs le soin de découvrir ton livre pour savoir c'est quoi les heures miroirs. Ils vont avoir la petite surprise dans ton livre et c'est très curieux et c'est fascinant. Tu parles de conscience, d'âme pure. Enfin, voilà, il y a cette dimension spirituelle. Pourquoi avoir fait le choix aussi d'aborder cette dimension? Ben, premièrement, c'est comme j'ai expliqué tantôt, le livre m'est venu en rêve, vraiment, là, comme un film. Alors, c'est sûr que ça faisait partie de ça. Mais au-delà de ça, je dirais que pour moi, ça cadre tout à fait avec qui je suis. Tu sais, avant tout, je suis une femme de cœur. Alors, je dirais que c'est mon côté mini-wheat, givré, là, que j'ai envie d'exploiter pour ma deuxième partie de vie, là, je dirais. Donc, pas seulement le côté scientifique, mais d'être à l'écoute de notre monde intérieur. Notre monde, souvent, qu'on va tasser de la main pour des choses qui sont plus concrètes, puis je comprends, mais notre monde intérieur est tellement là. Et quand on n'en prend pas soin, ça ne va pas bien, en fait. Hein? On sait que quand on ne prend pas soin de nos émotions, on ne prend pas soin de nos ressentis, notre intuition, c'est toutes les choses les dimensions qui font partie de notre être. Alors, ça serait pas honnête de ne pas les honorer, ces choses-là. On va se casser une jambe, on va mettre un plâtre. Bon, ça, c'est concret, il n'y en a pas de problème. Mais les blessures de l'âme, les blessures intérieures sont aussi, si ce n'est pas plus, dommageables pour qu'est-ce qui se passe au niveau individuel ou collectif maintenant. Alors, je crois que cette déconnexion-là entre ces deux dimensions qui nous appartiennent, le corps, l'esprit, tout ça, je crois beaucoup que ce n'est qu'en harmonisant tout ça que c'est notre vraie vérité, en fait. Et au travers l'imaginaire, en fait, je voulais sensibiliser les jeunes à ça, mais aussi en passant par nos super élus attachants, d'inspirer les jeunes à faire fleurir la meilleure version d'eux-mêmes, en fait. Une version où ils trouvent leur amour de soi, mais dans un monde où on n'est pas tout seul sur la planète. Alors ça, pour moi, c'était important aussi de mettre une emphase là-dessus. Puis là, je vais passer quelques paragraphes, quelques anecdotes. J'ai beaucoup de choses qui s'est passées dans ma vie que je ne peux pas expliquer. Il n'y a rien de spécial trop grave, là, mais quand même des choses que tu dis, oh, là, c'est plusieurs fois. Puis, à un moment donné, je ne peux pas expliquer. La loi du hasard est dépassée. Ce n'est pas juste une fois de temps en temps, c'est comme 8 fois sur 10, mettons. Alors, ça t'ouvre l'esprit à, OK, c'est intéressant, j'ai envie d'aller exploiter ce côté-là. C'est ça. C'est un beau mélange entre, comme tu disais, le concret, le matériel et cette partie intangible que certains connaissent, que d'autres ne connaissent pas, qu'on apprend à connaître. Et en tant que justement docteur de profession, ben, ça t'a permis vraiment de mélanger ces deux parties. Et c'est fabuleux, tu le fais très très bien dans ton livre. Et une très belle explication que j'espère que les gens vont vraiment ressentir. Et justement, dans ton livre, en fait, le grand-père de Kira, il lui dit, alors Kira Green, c'est notre personnage principal, c'est notre élu, et son grand-père... Il y en a 3 élus, hein? Il y en a 3. En fait,
Il y Oui, en a puis tout le trois. monde a le potentiel d'être un élu, là, on n'oublie pas, mais on commence avec C'est eux. vrai. Excuse-moi. C'est vrai, non, mais tu as totalement raison et c'est ce que tu fais passer aussi comme message dans ton livre, puisque finalement, ils ont tous cette petite flamme, ce pouvoir de changer les choses et finalement, ton livre appelle un peu tout le monde à réveiller ce côté de chez eux. Donc, tu as totalement raison de le souligner. Et donc, oui, le grand-père de Kera, en fait, il lui dit, j'ai l'espoir secret que toi et tous les enfants du monde seraient capables de changer les choses. Et c'est une très jolie phrase et beaucoup d'hommes du passé et du présent croient aussi que les nouvelles générations peuvent changer les choses. On a des hommes comme Nelson Mandela, comme Napoleon Hill, qui croient au pouvoir de l'éducation. Comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, en fait, c'est éduquer nos générations. Selon toi, si jamais justement on croit qu'il y a quelque chose à changer dans le monde, quel est ce petit truc qui peut réveiller la flamme chez les personnes et prendre cette première action pour pouvoir changer les choses? Bien, en fait, ça commence par tomber en amour avec la nature. Si on l'a vu un petit peu tantôt. Donc, toutes les fois qu'on a la chance d'aller vers la nature, de s'émerveiller juste par sa magie, le charme opère immédiatement. Euh, Par rapport à l'éducation, on a vu tantôt que c'était important. Ces grands hommes ont aussi parlé d'éducation. Donc, on a toutes les connaissances, on a tous les moyens en ce moment de faire les choses. Et ce qui manque comme segment, c'est le passage à l'action. Ça va pas. C'est ça qui marche pas. C'est qu'on a tout, mais ah ouais, go, on y va, là. Tu sais, il est minuit moins une. Ça me tente-tu que la cloche sonne? Moi, ça me tente pas. Est-ce que, tu sais, fait qu'il faut à un moment donné faire des changements. Et puis, il y en a tellement de choses, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, là, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire. Donc, je pense que c'est le passage à l'action, donc tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et quand on parle de collectif, on parle de mobilisation citoyenne. Alors, je crois, moi, je me prétends une ambassadrice pour notre planète à l'âge que j'ai. Donc, je me lève pour le bien de tous, du mieux que je peux. Alors, pour moi, ça vraiment, donc, c'est quoi la mobilisation citoyenne? C'est comme citoyen de participer avec des groupes, par exemple, qui sont pacifistes, bien sûr, mais qui vont se rassembler avec une mission commune, se lever pour changer les modèles qui ne vont pas. Et il y en a beaucoup qui ne vont pas. Ça, on ne se croit pas d'accroire, là. C'est ça. Alors, alors c'est ça. Alors, faut aller vers ces organismes-là qui sont organisés, qui ont toutes les ressources pour nous outiller. Alors, c'est quoi ces organismes-là? On parle de Mères au front, on parle de Greenpeace. Alors, il y en a plein comme ça dans la communauté. Il y a des groupes locaux dans les villes. Donc, renseignez-vous auprès de vous et allez vers ces gens-là pour s'unir, pour mieux guérir. Ah, j'aime ça. Et tu réponds un peu à ma prochaine question qui était justement pour nos jeunes auditeurs qui t'écoutent, qui te regardent aujourd'hui, qui sont inspirés aussi avec leurs parents et qui veulent faire quelque chose. On entend tellement de choses, mais c'est vrai que des fois, il y a tellement et peut-être trop d'informations que les personnes ne savent pas quoi faire. Donc, quelle est l'action, par exemple, immédiate qui est à leur portée, qu'ils peuvent faire? Bon, tu viens de dire se rapprocher d'un organisme. Est-ce qu'il y a autre chose peut-être que quelqu'un peut faire tout de suite, maintenant, et qui pourrait aider? En fait, on peut à peu près tout faire dès maintenant. Moi, je donne comme exemple, quand j'ai eu cette prise de conscience-là en décembre là, 2012, tout ça, j'ai décidé de me reculer le nez de l'arbre. Puis là, je regardais tout mon rythme, ma vision de ma vie. Puis là, c'est de revoir, d'être juste humble, puis de dire, OK, je ne suis pas parfait, qu'est-ce que je peux faire de différent? Est-ce que je peux changer des choses par rapport à mon alimentation? Donc, manger moins de viande. Est-ce que je peux faire des changements par rapport au déplacement? Donc, ça veut dire du transport en commun, du covoiturage. Là, je ne parle pas des jeunes qui ne conduisent pas, mais les plus vieux. Euh, Ça veut dire, pour ceux qui sont en âge de voter, on va aller chercher un leader, quelqu'un qui est en tête, sa mission numéro un, c'est de sauver notre planète. Il me semble que ce n'est pas compliqué, ça. C'est ça. Puis, par rapport aux jeunes, je vous dirais, d'être sensible qu'on n'est pas tout seul sur la Terre. On est 8 milliards à peu près. Donc, tout acte de consommation. Alors, plus qu'on consomme, ça prend de l'énergie, ça prend des ressources. Notre pauvre petite planète, là, elle arrache. Tu sais, il faut l'aider un petit peu. Alors, c'est juste de revoir qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Hein? Les jeunes, demain matin, là, sont hot, nos jeunes. Là. S'ils disaient, là,
OK, demain matin, là, moi, j'achète juste du durable, des choses qui sont faites de façon éco-responsable. Comme ça, le marché de l'industrie, il n'y aura pas le choix de s'adapter. Alors, c'est toutes des petites choses très, très simples qu'on peut faire. D'acheter, il y a plein de livres, des excellents livres qui disent tout ce qu'on peut faire au quotidien vers la transition, qui s'appelle, par exemple, la transition. C'est maintenant de Laura Riedel. Il y en a plein des bons outils comme ça. Mais aller dans la nature. Aller dans la nature, je vous dis, là, c'est magique. Ça, encore ce matin, j'avais mes petits colibris là, je m'amusais, ça me déstressait juste de les voir là, téter, là, je chicanais pour ça. Puis juste ça relativise les choses, ça arrête le temps. Puis je crois que ça nous ramène à l'essentiel. C'est vrai que ne serait-ce que le fait de passer un moment à observer la nature, au final, on apprend à se connecter avec et, comme tu disais, à l'aimer et finalement à s'y intéresser et à en prendre soin. Donc, c'est vrai que c'est des petits gestes naturels qui, au quotidien, qui peuvent aider. Ce sont de super conseils. Alors, moi, j'ai une petite question parce que je suis vraiment curieuse parce que tu mets tellement d'amour et de passion dans ce thème-là et c'est magnifique. On a besoin, on aime ça, on a besoin de personnes qui en parlent avec passion. Est-ce que, comme Kara Green, tu as grandi dans un environnement qui aimait la nature ou alors c'est vraiment quelque chose qui est venu avec ton expérience de vie? Je dirais que c'est un mélange de plusieurs choses. C'est sûr que j'ai vu les plus beaux souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est des souvenirs passés en famille. Alors, la connexion humaine, on est des êtres émotifs avant tout. Et c'est des voyages, certains voyages qu'on a faits en famille où on passait des bons moments, puis on avait la chance d'admirer des paysages complètement ahurissants de la planète. Bryce Canyon, Zion, donc tous des endroits magiques comme ça. Alors, c'est sûr que la connexion entre les motifs, puis la beauté, puis t'es juste, tu dis, my God, c'est trop beau, c'est trop hot, là. On ne peut pas faire ça nous-mêmes. Bon, ça, c'est une partie, mais c'est sûr que j'ai toujours, aussi, j'ai certaines personnes dans mon entourage qui sont très, les plantes, les vivaces, l'importance. Donc, j'ai eu des beaux modèles comme ça, mais je pense que j'ai tout le temps ressenti une très grande connexion. Depuis que je suis toute jeune, j'ai senti cette espèce de, je sais pas, cette connexion-là. En fait, vraiment, vraiment, tu sais, je m'émerveille à rien, là, tu sais, pour vrai, là, j'ai ma boîte de Kleenex pas loin, là, je me dis, bon, d'un coup que j'ai un petit moment, avec les hormones, peut-être les hormones aussi, mais non, j'ai tout le temps été une grande sensible, alors je sais m'émerveiller de ça, puis je trouve ça beau juste de, ouais, faut être sensible à ça, je crois. Et c'est bien puisque finalement ta sensibilité aujourd'hui a permis cette création magnifique de Kara Green, oui, au secours de la planète bleue, le sablier du temps. Karine, un grand merci pour avoir été avec nous aujourd'hui, c'était merveilleux. Oui, vas-y. Eh bien, la voilà. Alors, je vous le présente vite. Je sais que vous avez des beaux démos sur les montages, mais voici Kara. Et juste pour vous dire que toutes les personnes qui vont avoir la chance de remettre un livre vont avoir des petits signets ensemencés avec une plantation de plantes mellifères pour attirer les papillons, les abeilles, alors qu'il va être remis à nos jeunes lecteurs. Et en plus, on va planter des arbres en collaboration avec le Jour de la Terre pour les livres physiques là, qui seront vendus. Alors, pour le concept, go pour la planète, on est capable. C'est magnifique, génial. Ben, une raison de plus de venir te rencontrer, notamment au Salon du Livre. Donc, encore une fois, c'est du 26 au 28 août 2022 au Parc Lansdowne. Alors, franchement, si on n'est pas inspiré, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Tu as été merveilleuse et un grand merci à toi d'inspirer nos jeunes, mais aussi les adultes d'aujourd'hui, parce que finalement, ce sont des actions, c'est un thème qui concerne absolument tout le monde. Un grand merci, Karine. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette merveilleuse édition du Salon du Livre. On vous attend nombreux. Karine vous attend nombreux. Hein? À la prochaine, à bientôt. À très bientôt.